Bonjour, donc je suis Giovanni Prete, je suis enseignant-chercheur en sociologie à l'Université Sorbonne Paris-Nord et rattaché au centre de recherche l'IRIS, l'Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux au campus Condorcet. Et moi, je suis Jean-Noël Jouzel, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre de sociologie des organisations à Sciences Po à Paris. L'objet du livre, c'est de raconter l'histoire d'agriculteurs qui ont été affectés de maladies chroniques qui leur sont tombées dessus à l'âge de 40, 50 ans, au début de la retraite, des maladies de Parkinson, des cancers du sang. Et ces agriculteurs en sont venus à penser que ces maladies résultaient de leur exposition aux pesticides. Et donc en sont venus à se voir eux-mêmes comme des victimes des pesticides. Et en fait, ce que raconte le livre, c'est leur parcours de malades, de victimes, mais aussi leur parcours politique. Parce que se percevoir victime des pesticides pour des agriculteurs, c'est aussi, en tout cas ça a été pour eux, entrer dans une cause collective, dénonçant la dangerosité de ces produits et appelant à une plus stricte régulation, et aussi à une meilleure reconnaissance des effets qu'ils induisent sur la santé des principaux exposés, qui sont les agriculteurs eux-mêmes. Alors, la recherche qu'on a menée dans ce livre, elle est liée, je pense, à des recherches qu'on a fait auparavant, Jean-Noël et moi. Moi, j'ai travaillé sur l'agriculture pendant plusieurs années. J'ai fait ma thèse en partie financée par l'INRAE et accueillie à l'INRAE, qui est l'Institut national de recherche agronomique, où j'ai travaillé sur la recherche agronomique, sur la manière dont on lutte en agriculture contre ce qu'on appelle les ravageurs des cultures. Hein, c'est un terme sur lequel on pourra revenir. Et donc j'avais un intérêt pour les transformations agricoles, les politiques scientifiques agricoles, les enjeux agricoles. Et quand j'ai fini ma thèse, Jean-Noël, lui qui avait travaillé sur les travailleurs des éthers de glycol, donc des substances chimiques aussi nocives pour la santé, m'a proposé qu'on se mette ensemble pour commencer une nouvelle recherche sur les agriculteurs victimes des pesticides. Et ce qui nous a donné l'idée, c'est qu'à l'époque, commençaient à apparaître dans la presse les premiers témoignages d'agriculteurs qui remettaient en cause les pesticides, et en tout cas qui faisaient le lien entre des maladies qu'ils avaient et des expositions professionnelles qu'ils avaient eues par le passé. Alors nous, dans le livre, comme dans la plupart de nos recherches, on est principalement ce qu'on appelle des sociologues qualitativistes, c'est-à-dire que on recourt beaucoup à des entretiens. C'était beaucoup des récits de vie en fait avec les agriculteurs qu'on a rencontrés, qui nous ont raconté à la fois leur parcours professionnel, leur parcours de maladie et leur parcours de reconnaissance médico-administrative et puis leur parcours politique. C'est aussi beaucoup d'observations, donc on a passé beaucoup de temps, notamment au sein d'une association, Phytovictimes, qui est un peu au centre du livre et qui est la première association qui a été créée pour porter cette cause des agriculteurs victimes des pesticides. C'est aussi beaucoup de collecte et d'analyse de documents archivistiques qui sont pour certains, ça peut être des archives qui étaient publiques, des archives qu'on peut trouver aux archives nationales, par exemple des vieux documents du ministère de l'Agriculture, mais c'était aussi beaucoup des archives personnelles de ces agriculteurs, notamment issus de leurs dossiers médicaux ou médico-administratifs. Alors, les agriculteurs victimes des pesticides, ça n'a pas été les plus difficiles à contacter, même s'il y a des biais de sélection, parce que évidemment, les agriculteurs, derrière ce terme, il y a beaucoup de configurations de personnes possibles. Nous, le choix qu'on a fait dans l'enquête, qui a commencé en 2011, hein, qui remonte, parce que c'est des agriculteurs qu'on a suivis, on les a suivis pendant une dizaine d'années, on va dire, plus d'une dizaine d'années, on est passé par des associations, donc l'association Phytovictimes qui venait de se monter, une association aussi militante écologiste qui s'appelle Génération Future, qui nous a mis en contact avec des agriculteurs qui les avaient contactés. Progressivement, on a rencontré aussi des avocats qui aidaient les agriculteurs dans leur démarche médico-administrative. Donc, on a pu passer par des avocats pour identifier les nouveaux agriculteurs. Et en fait, tous les agriculteurs qu'on a contactés qui étaient déjà engagés dans des démarches de reconnaissance en maladie professionnelle, qui déjà se posaient la question du lien entre leur maladie et leur exposition aux pesticides, acceptaient de nous rencontrer. Pas toujours de parler beaucoup. C'était souvent leur conjointe qui nous racontait ce qui arrivait dans la famille, ce qui arrivait sur l'exploitation, mais ça, on pourra y revenir. En revanche, c'était plus difficile de rencontrer d'autres acteurs
Les agriculteurs malades qui ne veulent pas faire de démarche de reconnaissance, parce qu'il y en a, parce que c'est pas si facile de faire des démarches de reconnaissance. Donc là, on en a moins dans notre corpus d'enquête. On a essayé de compléter ça par d'autres recherches ultérieurement. Et puis on a aussi rencontré tout un ensemble d'acteurs qui gravitent autour des agriculteurs dans leur combat politique ou dans leurs démarches médico-administratives. Des médecins, des représentants syndicaux, des journalistes, des élus politiques, etc., etc. Et ça, évidemment, en fonction de leur positionnement politique par rapport à la modernisation, au productivisme agricole et à la place des pesticides dans cette modernisation, ils étaient plus ou moins méfiants, plus ou moins d'accord pour nous rencontrer, parce que les sociologues sont toujours perçus comme des acteurs un peu critiques, à juste ou à juste titre d'une certaine manière. Hein. C'est-à-dire que nous, on part du principe que ce qui est arrivé aurait pu arriver différemment. Voilà. Donc il y a une portée critique dans ce qu'on fait. Il y a plusieurs termes qui sont utilisés pour parler des pesticides dans la langue française. Il y a le terme de pesticide, il y a le terme de phytopharmaceutique, il y a le terme de produits phytosanitaires. C'est des termes qu'on va retrouver dans le droit européen aussi, par exemple, où les trois termes peuvent être utilisés dans différents textes. Ceci dit, historiquement, certains termes sont arrivés avant les autres. Au XIXe siècle, on parlait plutôt de poison agricole, pour insister sur le fait que c'était des substances qui tuaient. Ou on a parlé aussi assez vite de produits antiparasitaires. Hein. À mesure que ces produits se sont vendus, à mesure aussi que l'industrie qui les a préparés, vendus, s'est multipliée, s'est centralisée, il y a eu d'autres termes qui ont été mis en avant. Produits phytopharmaceutiques, produits phytosanitaires, et on voit bien que dans ces termes phytopharmaceutiques ou phytosanitaires disparaît l'idée que ce sont des produits dangereux pour mettre plutôt l'accent sur le fait que ce sont des produits de protection des plantes, qui est aussi un autre terme qui a été utilisé d'ailleurs. Et aujourd'hui, dans les controverses autour des pesticides, le terme qu'on va utiliser, si on va plutôt parler de phytopharmaceutique ou de produits pesticides, est souvent un marqueur de comment on se positionne dans la controverse sur l'utilité de ces substances pour le modèle agricole, la production agricole. Ça, c'est un peu un des points de départ du livre, c'est-à-dire on a ces produits dangereux, dont l'usage se diffuse en agriculture dès la fin du 19e siècle et s'intensifie dans la deuxième moitié du 20e siècle, notamment avec les progrès de l'industrie chimique, qui va permettre aux agriculteurs d'utiliser de plus en plus de produits, avec une variété de produits de plus en plus importante, avec des usages de plus en plus précis, avec une efficacité croissante. Bref, la diffusion des pesticides en agriculture, elle est ancienne, elle a plus d'un demi-siècle, et pourtant, alors que c'est des produits dangereux, pendant très longtemps, jusqu'en réalité à la toute fin du XXe siècle, on n'entend pas parler de maladies professionnelles liées aux pesticides, comme si ces produits dangereux n'avaient pas d'effet sur les agriculteurs. Alors pourquoi cette longue période silencieuse? Il y a plusieurs raisons. Une des premières raisons, c'est que pendant des décennies, toutes les premières décennies de la mise en place de l'autorisation de mise sur le marché, de l'évaluation réglementaire des risques des pesticides, en gros toute la deuxième moitié du XXe siècle, la focalisation sur les dangers des pesticides, elle porte d'abord sur les risques liés aux intoxications aiguës. C'est-à-dire, voilà, un agriculteur va utiliser des pesticides, il va s'exposer à une dose importante, ça va provoquer souvent des effets spectaculaires, des nausées, des vertiges, éventuellement des problèmes de peau, enfin, des choses qui sont très immédiates. Et c'est d'abord ça qui est au cœur des politiques de prévention qui sont mises en place dès le XXe siècle. Ce qu'on va découvrir plus progressivement, et dont on va vraiment prendre conscience à partir de la fin du XXe siècle, c'est que l'exposition professionnelle des agriculteurs aux pesticides provoque non seulement ce genre d'inconvénients, qui peut être éventuellement grave, hein, mais en provoque d'autres qui sont des maladies chroniques, qui apparaissent de manière beaucoup plus lente dans le temps, et donc ça va être, on va progressivement découvrir, et c'est l'objet d'études épidémiologiques qui sont mises en œuvre à partir des années 80-90, on va progressivement découvrir que l'exposition professionnelle aux pesticides augmente le risque d'avoir la maladie de Parkinson, augmente le risque d'avoir des cancers du sang, augmente le risque d'avoir des maladies respiratoires, le cancer de la prostate, etc., etc. Tout ça, on l'a découvert finalement relativement récemment, plutôt à la fin du XXe siècle. On continue à le découvrir aujourd'hui, on continue à apprendre plein de choses sur les effets des pesticides sur la santé des agriculteurs.
Quand Jean-Noël dit découvert, ça ne veut pas dire qu'on n'avait aucune conscience que ça pouvait avoir des effets chroniques ou à long terme. Quand on regarde l'histoire de la régulation des pesticides et des controverses autour des pesticides, dès que ces substances ont été mises sur le marché, elles ont fait l'objet d'opposition de la part d'associations défendant l'agriculture biologique, des environnementalistes, des naturalistes, des associations de consommateurs, etc., qui s'inquiétaient de ces effets-là. Et donc quand Jean-Noël dit découvert, ça veut dire découvert d'un point de vue épidémiologique avec des données robustes qui montrent des surrisques avérés entre des expositions chroniques et des problèmes de santé. Et du point de vue des régulateurs, il faut que ces données scientifiques robustes existent pour pouvoir justifier une régulation plus stricte. Je pense que c'est important de dire qu'il y a eu des lanceurs d'alerte, il y a eu des... C'est un terme qu'on utilise aujourd'hui, qui n'existait pas dans les années 50. Il y a eu des inquiétudes qui ont été lancées dès les années 30, 40, 50 aux États-Unis, en France. Mais tout l'appareil scientifique et réglementaire va se focaliser sur les intoxications aiguës pendant plusieurs décennies. Et donc ça c'est un gros vecteur d'invisibilité des problèmes de santé des agriculteurs liés aux pesticides, mais ce n'est pas le seul. Il y a ce qui concerne la science, ce qu'on vient de dire, mais il y a aussi ce qui concerne le droit. Parce que pendant très longtemps, les agriculteurs n'ont tout simplement pas eu le droit à la reconnaissance de maladies professionnelles. C'était réservé aux salariés agricoles. Salariés agricoles qui, historiquement, sont plutôt pas la population qui utilise les produits, c'est plutôt les exploitants qui utilisaient les produits. Et donc c'est seulement à partir de 2001 que les exploitants agricoles, qui constituent le gros de la main-d'œuvre agricole en France, les 2 tiers, les 3 quarts, alors c'est en train de changer rapidement, mais à l'époque, enfin voilà, au début du XXe siècle, au début du XXIe siècle, c'était encore clairement le cas. Et donc la possibilité d'avoir une reconnaissance de maladies professionnelles en lien avec les pesticides, elle n'est pas très ancienne non plus. Ça aussi, ça a été un facteur de maintien dans une forme d'invisibilité des effets des pesticides sur la santé des agriculteurs. Et puis il y en a un troisième, c'est que même une fois que les données scientifiques étaient là, que le droit avait suffisamment évolué pour qu'il puisse y avoir des reconnaissances de maladies professionnelles pour les agriculteurs exposés aux pesticides, il y a encore d'autres facteurs qui ont contribué à maintenir une forme de silence autour de ces maladies, notamment la méconnaissance du corps médical. C'est-à-dire que pendant toute la première décennie, mais ça continue encore aujourd'hui, du XXIe siècle, les agriculteurs malades atteints de pathologies imputables à leur exposition aux pesticides étaient bien en peine de trouver des interlocuteurs médicaux qui pouvaient leur confirmer leurs soupçons, en fait. Leur dire, bah oui, en fait, c'est peut-être les pesticides, vous pourriez avoir droit à quelque chose. Donc, ça fait qu'en réalité, l'information circulait peu. Qu'il y ait de la science, c'est une chose, mais que les acteurs qui sont au plus proches des agriculteurs et de leurs maladies, donc les médecins du travail, les médecins spécialistes des pathologies dont on a fait la liste, qui soient au courant de tout ça, c'est encore autre chose, et ça prend du temps. Après, il y a un autre facteur qui se rajoute à celui-là, qui explique l'invisibilité, on va dire, sociale, politique des maladies professionnelles liées à l'exposition aux pesticides, qui est que pour des agriculteurs, même informés par leurs médecins, qui eux-mêmes sont informés par une évolution de l'état des sciences, même ayant accès à des tableaux de maladies professionnelles, pour des agriculteurs, s'engager dans des démarches de reconnaissance ou mettre en cause une technologie qui a été une technologie centrale de la modernisation agricole depuis les années 60, 70 en France, c'est très compliqué. Nous, quand on a commencé notre enquête, le représentant national du principal syndicat d'exploitants français, la FNSEA, qui s'appelait Xavier Belin, qui est décédé aujourd'hui, n'hésitait pas à dire dans des interviews radiophoniques, un agriculteur qui tombe malade à cause des pesticides, c'est un agriculteur qui a mal travaillé. C'est en gros parce qu'il ne s'est pas assez protégé. Donc ça reposait sur l'idée que les pesticides c'est dangereux, mais ça peut être utilisé sans risque si on se protège bien. Et il y avait vraiment une défense très forte de la part de tout un ensemble d'organisations agricoles, en particulier le syndicalisme majoritaire, de cette technologie qu'on voit encore aujourd'hui dans les controverses autour des pesticides. Les acteurs sont un peu les mêmes et les positionnements sont les mêmes. Et donc c'était très compliqué pour un agriculteur de s'engager dans une démarche qui mettait en cause les pesticides, c'est-à-dire une technologie qui est soutenue par son monde professionnel, et qui est aussi son monde de relations sociales, son univers familial qui avait été utilisé par ses parents et que lui continuait à utiliser sur son exploitation. Dans le livre,
On utilise l'expression passer du déni au défi. En fait, elle n'est pas de nous, elle est d'un collègue, Christian Nicourt, et Max Giraud, qui ont passé du temps chez les viticulteurs du Languedoc et qui ont étudié leur rapport au risque chimique. C'est-à-dire que les agriculteurs aussi, ils savent bien que les produits qu'ils utilisent, c'est des poisons. C'est précisément pour ça qu'ils les utilisent, parce que les pesticides, ça sert à endommager la vie d'organismes vivants qui enquiquinent les agriculteurs. Et donc l'idée que ça puisse avoir des effets indésirables sur leur propre santé leur est pas complètement étrangère, évidemment. Mais avoir idée que les pesticides c'est potentiellement dangereux et donc ne pas être dans une posture de déni vis-à-vis de cette dangerosité, ça signifie pas nécessairement qu'on va s'en protéger de manière adéquate. Parce qu'il peut y avoir, comme on l'a observé, et pas mal de sociologues du travail l'ont observé dans d'autres milieux professionnels plus industriels, des attitudes de défi, souvent masculines au travail, qui consistent à montrer un engagement corporel dans le travail qui peut se faire au mépris de sa propre santé et qui témoigne aussi d'une forme d'excellence professionnelle. Voilà, on est ce professionnel capable de s'engager à fond dans son boulot, quitte à bousiller sa propre santé. Alors dans notre enquête, on s'est beaucoup intéressé au rôle des médecins, qui sont des acteurs importants pour les agriculteurs ou leurs familles qui souhaiteraient faire des démarches de reconnaissance en maladie professionnelle, notamment parce que d'un point de vue légal, les démarches de reconnaissance en maladie professionnelle, pour pouvoir être engagées, ont comme point de départ la signature par un médecin d'un certificat médical, un CERFA, un certificat officiel médical initial, dans lequel un médecin atteste que la personne a une maladie qui pourrait être en lien avec une exposition à un facteur de risque professionnel, ici les pesticides. Donc on a eu beaucoup, c'était un étonnement parce qu'on ne s'y attendait pas forcément, beaucoup de témoignages de la part des victimes qu'on a rencontrées qui nous disaient « Moi, mon médecin, il ne m'a pas informé » ou surtout il a refusé de signer mon certificat médical initial, il ne voulait pas mettre sa signature. Et donc ça nous a un peu fait réfléchir. Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui explique que ces médecins refusent de signer le certificat, n'informent pas les patients sur leurs droits sociaux? Et donc, on a interrogé plusieurs types de médecins, des médecins de la MSA, je vais y revenir, des médecins hospitaliers aussi. On a fait une enquête dédiée, par exemple, sur des médecins hospitaliers qui s'occupent des cancers du sang, les onco-hématologues. On a écrit des articles là-dessus. Et à chaque fois, la question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'ils savent et qu'est-ce qu'ils font, en gros. Hein. Et ce qui nous a... Enfin, les résultats, c'est qu'ils ne savent pas forcément toujours, ils ne sont pas toujours très à jour sur leurs connaissances, sur l'état des connaissances scientifiques, épidémiologiques et toxicologiques, ça c'est le premier point. Et même quand ils sont à jour, ils ne prennent pas toujours le temps de faire des certificats, soit parce qu'ils ont des contraintes de travail qui les empêchent de le faire, je pense aux médecins hospitaliers par exemple, ou parce qu'ils ont peur, ça c'est le cas des médecins généralistes, d'engager une forme de responsabilité, et ça c'est lié à leur méconnaissance du système de reconnaissance des maladies professionnelles, où on ne leur demande pas de signer un certificat qui atteste que la maladie est professionnelle, mais on leur demande de signer un certificat qui montre que c'est plausible. Voilà. Et donc, il y a un jeu comme ça. Si on revient sur les médecins de la MSA en particulier, donc la MSA, c'est la Mutualité Sociale Agricole, c'est l'organisme de sécurité sociale des agriculteurs, des travailleurs agricoles, des gens qui sont du régime social agricole. Au sein de la MSA, il y a plusieurs types de médecins. Il y a notamment des médecins du travail, qui travaillent dans les services de prévention de la MSA, et il y a des médecins conseils qui sont ceux qui vont gérer les dossiers de reconnaissance médico-administrative. On en a rencontré quelques-uns. On parlait tout à l'heure des acteurs qui ne sont pas faciles à rencontrer. C'est pas si facile que ça de rencontrer des médecins de la MSA. Ils ne sont pas toujours très volontaires pour nous recevoir. En tout cas, dans notre enquête, on n'a pas toujours eu une ouverture très grande. Ce qu'on a vu, nous, c'est deux choses. C'est d'une part, par les entretiens qu'on a pu faire, c'est qu'au début des années 2010, pour les médecins du travail de la MSA, pour tous, et c'est difficile de faire des généralités parce qu'en fait, chaque médecin est un peu particulier, chaque caisse de sécurité sociale de la MSA a ses façons de faire et ses priorités en fonction des régions, mais tous n'étaient pas très au courant de l'actualité des savoirs épidémiologiques qui pouvaient exister. Donc, on a rencontré des médecins de la MSA du travail qui nous disaient « oui, bon, les pesticides, c'est pas prouvé que ça crée des maladies ». Voilà. Je pense que ça, aujourd'hui, ça a beaucoup changé, du fait des controverses, du fait de la politisation du sujet, du fait qu'il y a eu des rapports d'expertise collective de l'INSERM aussi, donc l'Institut national sur la recherche médicale, qui ont été très largement diffusés. Je pense qu'aujourd'hui, tous les médecins du travail de la MSA savent à peu près l'état des savoirs sur le lien entre pathologie et exposition aux pesticides. Ce qu'on a aussi rencontré, c'est des médecins conseils de la MSA
qui pouvaient être assez pointilleux sur les démarches de reconnaissance engagées, demander des informations que les patients n'avaient pas forcément. Et en fait, ce qui nous a beaucoup... je reprends. En fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait en tout cas un sentiment de colère de la part des agriculteurs qu'on rencontrait, d'avoir l'impression de ne pas être écoutés par les agents de la MSA. Et ce sentiment de colère, il peut nourrir deux choses, soit un découragement qui fait qu'on abandonne les démarches de reconnaissance, soit au contraire un encouragement à continuer, mais à aller chercher des alliés ailleurs. Et c'est ça aussi qu'on décrit dans le livre, c'est comment des agriculteurs qui ne trouvent pas d'appui ni dans leur syndicat majoritaire, je l'ai dit tout à l'heure, ni au sein de leur MSA, sont allés chercher ailleurs, chez des juristes, chez des associations écolos, qui sont quand même très éloignées politiquement de leur milieu d'origine, pour essayer de faire exister le sujet des effets des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles et se faire aider aussi plus personnellement dans leur démarche de reconnaissance. Le lien entre Phytovictime et des associations, on va dire, du monde de l'écologie politique, il joue un rôle central dans l'histoire de l'association. On le raconte dans le livre. C'est une association qui a un peu été portée sur les fonds baptismaux par une coalition d'acteurs venus de l'écologie politique qui va réunir des militants professionnels, et notamment une association qui va jouer un rôle central qui est Génération Future, mais aussi des figures plus de journalistes ou d'hommes de médias ou de personnes de médias engagés dans des démarches critiques vis-à-vis de l'agriculture productiviste en général et des pesticides en particulier, qui vont contribuer assez directement à ce que ces agriculteurs, qui sont une douzaine au départ, une quinzaine, éclatés sur le territoire, se retrouvent au début des années 2010 pour former une cause collective. Et donc le livre revient sur cette histoire-là, mais en soulignant le fait que c'est une histoire un peu paradoxale, parce que comme le disait Giovanni, la socialisation politique de ces agriculteurs, elle les pousse vraiment pas spontanément vers ce type d'acteurs et vers ce type d'alliance. En fait, les agriculteurs qui vont fonder Phytovictime sont plutôt des agriculteurs moyens, parfois assez gros. Enfin, c'est des agriculteurs qui ont pris le train du progrès, en fait. C'est des agriculteurs qui sont à la tête d'exploitation, qui parfois marchent très bien, parfois moins bien, mais qui en tout cas sont pas des petits... C'est pas de l'agriculture paysanne, c'est de l'agriculture qui utilise des pesticides, dans des contextes agronomiques très différents. Il peut y avoir de l'arboriculture sur des plus petites surfaces, il peut y avoir des grandes cultures céréalières, il peut y avoir de l'élevage. Il y a de tout, mais néanmoins, c'est des productivistes, si on le dit vraiment comme ça à la sarpette. Et ces productivistes, ils identifient plutôt les écologistes comme des adversaires politiques, en fait, comme des gens qui sont gênants, qui empêchent ces agriculteurs de travailler, etc., etc. Donc ce qui va les pousser à se rapprocher contre toute attente, de ces acteurs-là, de ces acteurs de l'écologie politique, c'est d'abord une série de déconvenus dont parlait Giovanni, c'est-à-dire le fait que les syndicats d'exploitants ne vont pas les aider, la MSA, ils estiment qu'elle ne les aide pas non plus vraiment très bien. Et donc, de porte close en porte close, on cherche d'autres acteurs, d'autres relais. Alors, ce n'est pas toujours les agriculteurs malades qui vont chercher ces relais, c'est parfois des proches, souvent leurs épouses, leurs conjointes, qui ont pu aller, par exemple, à une conférence donnée par Génération Future dans la ville, pas trop loin de l'exploitation, et se dire « Ah bah c'est intéressant ». Et puis, rentrer en contact avec ces gens-là, pas forcément dans une démarche tout de suite très politique, de contestation des dégâts du progrès en agriculture et du productivisme, d'abord dans une démarche de recherche de tuyaux. C'est comment on fait pour faire avancer ces dossiers médico-administratifs de reconnaissance de maladies professionnelles qui n'avancent pas, qui ne sont pas facilement reconnus par la mutualité sociale agricole. Et en fait, c'est de proche en proche, par le biais de ces quêtes de tuyaux, que ces agriculteurs vont être mis en contact les uns avec les autres, par l'intermédiaire de ces acteurs de l'écologie politique. Et c'est comme ça que l'association va voir le jour. Après, le livre raconte aussi, et peut-être Giovanni, tu peux revenir là-dessus, comment Phytovictime a essayé aussi de s'autonomiser de ces acteurs qui ont joué un rôle si important dans sa création à l'origine. Oui, parce qu'en fait, Phytovictime, l'association qu'on suit, elle se crée avec l'aide d'acteurs de l'écologie politique. Et une fois qu'elle s'est créée et qu'elle a construit, elle va essayer de commencer à construire un discours un peu autonome sur les pesticides. Et un des enjeux stratégiques, qui est pensé comme stratégique par les fondateurs de Phytovictime, est de se dire comment, maintenant que nous, on a un peu pris conscience des effets sanitaires des pesticides, comment on fait pour alerter nos camarades agriculteurs, voilà, et pas ceux qui sont déjà convaincus, ceux qui sont plus proches de la Confédération paysanne en agriculture biologique, mais le gros des troupes, c'est-à-dire ceux qui sont des productivistes comme nous, qui continuent à utiliser massivement des pesticides,
qui sont peut-être déjà malades et qui ne font pas de démarche de reconnaissance. Et le pari qui va être fait, je dis que c'est une stratégie, mais c'est une stratégie qui s'invente progressivement, le pari qui va être fait, c'est qu'il faut trouver une voie un peu propre, c'est-à-dire ne pas s'aligner complètement sur le discours des soutiens initiaux qui sont ceux de l'écologie politique, c'est-à-dire ne pas, par exemple, promouvoir que le bio comme une alternative possible à l'utilisation raisonnée ou raisonnable, hein, c'est le terme qui va être utilisé par Phytovictime des pesticides, parce que si on dit qu'on est proche des bio, en fait, dans le monde agricole, pour un agriculteur, c'est un marqueur tellement fort qu'il y a toute une partie de la population agricole qui n'écoute plus, en fait. Et alors, ça va créer de la déception chez Génération Future, chez les journalistes type Marie-Monique Robin, chez les soutiens de la Confédération paysanne en partie, de dire attendez, les gars sont malades, ils dénoncent les pesticides et ils disent pas qu'il faut passer au bio, qu'il faut changer radicalement de système agricole. Oui, mais vont dire les gens de Phytovictime, si on fait ça, et d'ailleurs ils n'en sont pas forcément convaincus que c'est la solution, mais stratégiquement, s'ils font ça, ils savent qu'ils vont se couper d'une grande partie du monde agricole. Et jusqu'à aujourd'hui, l'association Phytovictime va essayer comme ça d'être un peu sur le fil, c'est-à-dire de tenir un discours critique des pesticides sans se couper complètement de la base des exploitants agricoles, productivistes, pour faire exister une voix critique un peu de l'intérieur. Ça ne se fait pas sans ambiguïté, ça ne se fait pas sans gêne, et ça ne se fait pas sans conflit à l'intérieur de l'association. Le livre, il raconte une histoire qui est une histoire principalement d'hommes. Ces agriculteurs malades sont pour l'essentiel des hommes. Il n'y a pas de raison de penser que... D'abord, il n'y a pas que des hommes qui travaillent en agriculture, et puis parmi la main-d'œuvre agricole, il n'y a pas que les hommes qui sont exposés aux pesticides. Mais les personnes que nous, on a rencontrées sont principalement des hommes. Ça ne pouvait que nous sauter aux yeux. Ce qui nous a sauté aux yeux dans un deuxième temps aussi, c'est que c'est des hommes, mais c'est rarement des hommes tout seuls. En fait, quand on a pris contact avec eux, c'était avec la personne malade, donc généralement un exploitant, parfois un salarié, mais presque systématiquement un homme. On avait rendez-vous chez lui, on commençait l'entretien, et puis l'entretien consiste à demander beaucoup de détails chronologiques. Votre diagnostic, c'était quand, et vous avez fait quoi, à quel moment, et à quel moment vous avez pris conscience que peut-être c'était les pesticides. Et puis plus l'entretien avançait, et plus, de manière très fréquente, l'agriculteur finissait par aller chercher sa conjointe, qui était parfois dans la pièce d'à côté, parfois pas trop loin dans la maison, qui amenait le dossier médical, parce qu'en réalité, c'est bien souvent la conjointe qui s'occupe du dossier médical, et c'est la conjointe en fait qui avait la réponse à nos questions, qui savait beaucoup mieux que son mari malade quand est-ce qu'il était allé voir le médecin, la première consultation, la deuxième consultation, la naissance des soupçons sur le lien avec les pesticides. Voilà. Donc on a constaté, mais sans l'avoir complètement prévu au départ, qu'en fait, cette histoire d'homme, c'était aussi une histoire de femme qui était un peu au second rang et qui en même temps avait une place particulière. D'ailleurs, on l'a vu aussi au sein de l'association Phytovictime où nous, on s'est beaucoup intéressé au cœur de l'association, c'est-à-dire en fait au bureau politique de l'association et aux porteurs de la vie collective qui sont, encore une fois, pour l'essentiel des hommes malades, mais des hommes malades accompagnés. Souvent, leurs épouses étaient là, sans forcément qu'elles aient de statut précis. Elles étaient là juste au titre d'accompagnantes. Et Phytovictime a beaucoup finalement mis en scène le rôle des femmes d'agriculteurs comme accompagnantes indispensables de la prise de conscience de la dangerosité des pesticides pour des exploitants qui ne font plus attention. À force de baigner dedans, en quelque sorte, c'est plus compliqué de se rendre compte que c'est des produits dangereux quand on les a au quotidien près de soi, alors que des épouses d'agriculteurs qui de plus en plus souvent ne travaillent plus en agriculture mais à l'extérieur de l'exploitation sont finalement mieux situées, mieux positionnées pour à un moment dire ça suffit, c'est trop dangereux ce truc-là. J'ai vu aux informations un cas de collègue à toi qui a obtenu une reconnaissance de maladie professionnelle. J'ai entendu à la radio parler quelqu'un de Génération Future qui dit que les pesticides c'est dangereux. Enfin voilà, les compagnes étaient plus sensibles. Voilà. Et en même temps, ce qu'on a vu aussi en suivant l'association Phytovictime, c'était une certaine difficulté à évoquer les femmes autrement que comme des accompagnantes. Indispensables, certes, mais c'est une chose que d'évoquer les épouses d'agriculteurs comme d'indispensables vecteurs de l'engagement dans la prise de conscience du danger des pesticides, c'est autre chose que de les décrire comme elles-mêmes étant potentiellement des victimes des pesticides. Or, c'est aussi quelque chose qui se joue, et ça on l'a beaucoup vu aussi, c'est qu'une exploitation agricole, c'est souvent un endroit où vient s'intriquer du professionnel et du domestique. Et en fait, il n'y a pas de frontière très claire entre ce qui est le lieu de travail
et ce qui est le lieu domestique. Beaucoup de choses circulent, à commencer par le linge potentiellement souillé par les pesticides, qui peut tout à fait se retrouver dans la même lessive que la lessive des enfants et de toute la famille. Et tout ça, c'est des sources de contamination croisée potentielles. Et puis par ailleurs, on l'a dit aussi, il y a beaucoup de femmes qui travaillent en agriculture, et ces femmes, quand bien même elles ne sont pas exploitantes, quand bien même elles ne conduisent pas les pulvérisateurs, ça peut y avoir des femmes qui font tout ça, hein, mais il y en a moins que des hommes. Mais il y a par contre beaucoup de femmes qui vont faire des travaux qui sont très exposants aux pesticides, par exemple tout ce qu'on appelle les tâches de réentrée. Donc retourner sur des parcelles qui ont été traitées pour aller faire de la récolte, de la taille, irriguer, s'occuper du végétal. En fait, ça, c'est des tâches qui sont beaucoup plus mixtes que les tâches très techniques de traitement phytosanitaire. C'est des tâches qui sont aussi très exposantes. Et donc cet aspect-là de l'exposition des femmes comme travailleuses elles-mêmes aux pesticides ou comme vivant sur un lieu où le travail et le domestique sont intriqués et comme étant exposés à ce titre-là aux pesticides, c'était plus difficile pour Phytovictime à identifier, à thématiser, à représenter. En fait. C'était plus difficile parce que Phytovictime, c'est une association fondée par des hommes qui ont leur biais de genre, on va le dire comme ça, hein, leur représentation un peu masculine du travail agricole, mais aussi parce que Phytovictime est né dans un contexte scientifique et institutionnel qui promeut la figure de l'homme comme la personne, le travailleur le principalement exposé. L'épidémiologie, il y a des biais de genre en épidémiologie, les travailleurs agricoles ont été beaucoup plus... les effets des pesticides sur la santé des travailleurs agricoles ont été beaucoup plus étudiés en épidémiologie aux États-Unis et en France que sur celui des travailleuses femmes. De la même façon, les campagnes de prévention qui ont pu être menées depuis les années 70 par la MSA en France sur le danger des produits chimiques en agriculture ont été beaucoup plus tournées autour des activités qui sont les activités principalement masculines et ont mis en scène beaucoup plus des hommes que des femmes. L'histoire que raconte le livre, c'est une histoire politique. C'est une histoire de cause politique, c'est une histoire de militantisme, c'est une histoire de revendication. Maintenant, ce que montre le livre aussi, c'est que les revendications que porte Phytovictime, elles sont marquées par une certaine ambiguïté. Ou pour le dire peut-être plus précisément, une certaine ambivalence entre deux aspects qui sont centraux dans les revendications de Phytovictime et avec lesquels les membres de l'association sont inégalement à l'aise. Ce qui est vraiment devenu très central maintenant dans le discours de Phytovictime, et puis ça l'a été rapidement, c'est l'idée que les pesticides provoquent des dégâts chez les agriculteurs et que ces dégâts sont insuffisamment reconnus, indemnisés, réparés. Et que donc il faut en faire plus sur ce front de la réparation des dégâts. Et ça a été le discours central de Phytovictime depuis sa création, qui passe par demander la création de tableaux de maladies professionnelles, puis ensuite demander la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides que Phytovictime a obtenu en 2020. Et toutes ces conquêtes-là, elles sont passées par des revendications politiques qui tournent autour de cette idée « il faut mieux réparer les dégâts du progrès ». Maintenant, il y a un autre aspect dans les revendications politiques, mais peut-être, Giovanni, tu peux enchaîner, mais c'est la question de comment on prévient ces risques et quel genre de modèle agricole on promeut pour qu'il y ait moins de danger des pesticides. Et ça, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué parce qu'en fait, prévenir, ça veut dire remettre en cause des modes de production actuels et pas simplement passés. Et donc, c'est se positionner sur l'agriculture d'aujourd'hui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Au sein de Phytovictime, il y a certains membres qui ont pris le train du bio, c'est-à-dire qui, par l'expérience de la maladie, en sont venus à transformer leur représentation de l'agriculture désirable et promeuvent aujourd'hui l'agriculture qu'on pourrait appeler agroécologique ou biologique. Enfin, il y a plusieurs façons de le dire, mais un changement radical en fait, de paradigme par rapport à celui qui a été celui dominant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale en France et dans d'autres pays occidentaux. Et puis, il y a des acteurs, toujours à Phytovictime, qui ont beaucoup plus de mal à remettre ce paradigme productiviste en question frontalement. Et ce qu'on raconte dans le livre, c'est que c'est à la fois des positionnements idéologiques, mais c'est aussi des positionnements sociaux qui se jouent. Parce qu'il est plus facile de dire qu'il faut défendre l'agriculture agroécologique, l'agriculture biologique, quand on n'est pas pris par des enjeux de paiement de dettes qu'on a, de remboursement de tracteurs, d'équipements agricoles qu'on a eu,
quand on n'a pas d'exploitation à transmettre à des enfants qui ne veulent pas entendre parler du bio. Donc c'est ce qu'on raconte aussi, c'est-à-dire qu'il faut toujours, pour comprendre les positionnements idéologiques, les ramener à des positions sociales et à des situations économiques dans des histoires d'exploitation agricole qui sont des histoires familiales et des histoires économiques. Ça, c'est important. Deuxième chose qu'on explique aussi dans le livre, c'est qu'on est rentré par phytovictime, mais un des effets de phytovictime, au-delà des avantages, un des effets de phytovictime, au-delà des inventions institutionnelles que sont la création de nouveaux tableaux, la création du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, ça a été aussi de rendre plus public le thème des effets des pesticides sur la santé des travailleurs et d'encourager d'autres acteurs à se saisir de ce thème avec des positionnements politiques différents. Et donc, par exemple, on raconte dans le livre comment la création de phytovictimes a indirectement entraîné la création d'autres associations, notamment une association qui s'appelle le Collectif des victimes des pesticides de l'Ouest, qui est né en Bretagne, beaucoup plus proche de la Confédération paysanne, pas fondée par des agriculteurs, mais plutôt par des gens qui viennent de l'écologie politique, qui viennent de l'éducation populaire, qui viennent du syndicalisme d'action. Et ces gens-là, aujourd'hui, jouent un rôle essentiel dans l'accompagnement des victimes des pesticides, mais par contre, donc ils sont alignés avec phytovictime sur la réparation, mais par contre sur l'enjeu de prévention, sont beaucoup moins ambivalents sur le fait qu'il faut remettre en cause un modèle productiviste agricole. Et donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est comment une association qu'on pourrait qualifier d'un peu conservatrice finalement, a aussi rendu possible et encouragé la création d'agriculture, d'associations plus révolutionnaires sur la critique de l'agriculture productiviste. On peut voir aussi les évolutions en quinzaine d'années de façon plus négative, en lien avec l'actualité, loi Duplon, loi Omnibus, mais de manière plus générale, je pense qu'il y a plusieurs limites aux évolutions qu'on a pu observer, nous, depuis une quinzaine d'années. Premièrement, il y a toujours de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles. C'est-à-dire que même si aujourd'hui il y a un fonds d'indemnisation qui centralise les demandes, même si les médecins sont mieux informés, même s'il y a eu une forme de communication autour des effets des pesticides sur la santé des travailleurs, il y a toujours un nombre de demandes qui est inférieur à celui auquel on pourrait s'attendre statistiquement quand on regarde les études épidémiologiques. Donc ça veut dire qu'il y a toujours beaucoup d'agriculteurs qui tombent malades, étant légitimes à demander une réparation au titre de la législation sur les maladies professionnelles, ne le font pas. Il y a plein de raisons qui l'expliquent. Notre enquête auprès des familles d'enfants malades nous fait voir que, par exemple, tous les obstacles moraux qu'il peut y avoir à remettre en cause une technologie que nos parents ont utilisée ou à signaler qu'une technologie qu'on utilise mais qui a pu rendre malade nos enfants, tous ces obstacles-là, qui sont des obstacles moraux, existent encore aujourd'hui en agriculture. Donc il y a toujours des agriculteurs qui ont peur de remettre en cause une technologie qui est toujours si centrale dans l'agriculture productiviste. La deuxième chose, c'est qu'au-delà de la réparation, finalement, quel effet ça a eu sur la prévention ? Cette augmentation de la réparation, un des discours dominants des promoteurs des pesticides, c'est de dire oui, bon, il y a eu des malades, mais aujourd'hui, les produits qu'on utilise sont beaucoup plus sûrs et les produits les plus dangereux ont été retirés du marché. Peut-être, mais on peut avoir des doutes si on fait un peu d'histoire, parce qu'en fait, tous les produits qui ont été mis sur le marché, des arsenicaux, DDT, de l'atrazine, tous ces produits-là, quand ils ont été mis sur le marché, on nous a dit que c'était des produits qui étaient beaucoup plus sûrs que ceux d'avant. Donc, il y a toujours un doute qu'on peut avoir sur la véridicité des discours rassurants qui sont tenus aujourd'hui. Et puis, la question est peut-être moins de faire sortir certains produits qui étaient dangereux que de changer d'un modèle agricole pour se passer de ces produits sur lesquels on a beaucoup d'incertitudes en fait, sur leurs effets, sur leur santé et sur celle des travailleurs en particulier. Et ça renvoie à une tension qui est au cœur des logiques de réparation et qui avait été vue même par des organisations syndicales dès le 19e siècle. Quand la législation sur les tableaux des maladies professionnelles se crée en 1919, suite à des lois sur les accidents du travail en 1898, il y a des associations qui représentent les travailleurs, il y a des organisations syndicales qui disent « Attendez, si on répare mieux, est-ce que ce n'est pas une façon de légitimer le fait qu'il y ait des malades liés au travail, qu'il y ait des gens qui meurent ou qui tombent malades à cause de leur travail? Est-ce que le problème, ce n'est pas plutôt de supprimer les risques du travail ?» Donc il y a une tension qui est très forte depuis plus d'un siècle autour de la législation sur la réparation des maladies professionnelles, et on peut la transposer au cas des pesticides, parce que finalement, on peut se demander,
Ça, c'est une question ouverte. Moi, je n'ai pas la réponse, mais c'est quelque chose sur lequel on réfléchit avec Jean-Noël. Est-ce que le fait qu'il y ait une amélioration de la réparation des maladies professionnelles aux pesticides, c'est pas venu renforcer la légitimité de continuer à utiliser ces produits? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser, qui est une question un peu philosophique. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que depuis 5 ans, 10 ans, on va dire, 5 ans, allez, on va être gentil, en termes de prévention, on est plutôt rentré dans une séquence politique du fait de l'activisme de certains syndicats type FNSEA, coordination rurale, mais surtout aussi du fait du lobbying des industries de l'agrochimie au niveau européen, au niveau national, etc. Dans une politique où on n'est plus dans une amélioration, un renforcement du système d'autorisation de mise sur le marché des pesticides. Il y a une loi qui est prévue au niveau européen, la loi Omnibus, qui va alléger très fortement les contraintes de réévaluation des produits réguliers, ce qui pose vraiment problème quand on a fait comme nous on a fait, c'est-à-dire de l'histoire sur les controverses autour des pesticides qui montrent que beaucoup de produits n'avaient pas été évalués comme risqués au moment de leur mise sur le marché. Qu'est-ce que ça veut dire de donner un blanc-seing pour un produit 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et de ne pas prendre en compte en fait, les nouvelles études toxicologiques, les nouvelles études épidémiologiques qui peuvent arriver. Ça, c'est un vrai problème. Et en fait, après, c'est un choix politique, et là, on sort de notre analyse à nous sociologique. C'est-à-dire qu'on pense qu'il y a eu une promotion des pesticides aux États-Unis, en France, en Europe, tout au long du XXe siècle, que cette promotion des pesticides est tout à fait compatible avec un système de réparation des maladies professionnelles, et que si on veut réfléchir collectivement à un système agricole qui est moins dépendant des pesticides, il va falloir mettre de côté cette question de la réparation pour se poser la question des marchés agricoles, du commerce international et des subventions aussi à certains modèles agricoles plutôt qu'à d'autres, quoi.